Les ordonnances Macron sont très précisément le trait tiré sur les principaux acquis, notamment en 1936. L'article 1 des accords Matignon en 1936 disait la chose suivante: la délégation patronale admet immédiatement l'établissement de contrats de travail collectifs. C'est le point de départ des conventions collectives et ce qui est allé avec ensuite, c'est-à-dire des grilles de classification basées sur les qualifications sanctionnées par des critères collectifs, c'est-à-dire des diplômes, des types de qualification, l'ancienneté. Et c'est bien ces critères-là qui sont rentrés dans les premières conventions collectives jusqu'à la fin des années 80 du siècle dernier. Ces conventions collectives disaient la chose suivante: il y a la loi depuis le 19e siècle en droit du travail, égale pour tous. Et puis, depuis notamment 36-45, des conventions collectives dans des secteurs professionnels qui peuvent faire mieux que la loi pour les travailleurs, et de façon collective. Il s'est rajouté une troisième couche en 1968 avec les sections syndicales d'entreprise et la possibilité de passer des accords d'entreprise. La troisième couche disant il est possible dans un secteur professionnel donné d'avoir par accord d'entreprise des dispositions plus favorables que la convention collective, mais pas moins évidemment. Et tout au sommet de la pyramide, à l'intérieur d'une entreprise, un contrat de travail pouvait avoir des dispositions plus favorables que d'autres contrats de travail dans l'entreprise. Mais en tout cas, pas moins que l'accord d'entreprise, pas moins que la convention collective, et évidemment pas moins que la loi. C'est ce principe de faveur, donc, expressément inclus dans les accords de 1936, arraché par une lutte de 2,5 millions grévistes, et une victoire politique aussi. Voilà, ce sont ces acquis-là qui, progressivement, à partir du début des années 80 en France, ça s'est fait plus vite ailleurs dans notre pays, ces acquis-là, les conventions collectives, donc, ont été progressivement laminés par le jeu de la dérogation dans un premier temps, et ensuite à partir de 2004, 2007, et de façon décisive avec la loi El Khomri en 2016, et de façon définitive avec les ordonnances Macron, qui disent la chose suivante: un accord d'entreprise, et il ne vous a pas échappé qu'avec les ordonnances Macron, il est possible d'avoir tous les accords qu'on veut, avec les interlocuteurs qu'on veut, désormais dans toutes les entreprises. Donc, à partir du moment où un accord d'entreprise fixe les règles du jeu en droit du travail, sur tous les domaines du droit du travail, cela pourra prévaloir par rapport à la convention collective. Alors ça, pas grand monde ne l'avait vu, visiblement, puisque la révolution n'était pas à nos portes. Les routiers l'avaient compris, les dockers l'avaient compris. La mobilisation n'étant pas au rendez-vous, bon, mais ils ont dit, pour nous, il faut que ça s'applique, continue à s'appliquer. Sinon, les grands routiers, ils vont perdre 500, 600, 1000 euros par mois. Et donc, pour eux, ça ne s'est pas appliqué, pour les dockers aussi. Pour les raffineries de pétrole, ils s'y sont pris un peu tard, ils ont dit, ben, nous aussi, on va bloquer, si vous... Sauf que là, bon, le gouvernement avait compris, puisque le temps avait passé, que mobilisation il n'y aurait pas, et que donc les raffineries de pétrole se retrouveraient tout seuls, et donc ils n'ont pas lâché. Mais donc le principe de pouvoir casser par accord d'entreprise tout le droit existant, dans tous les domaines, que ce soit la durée du travail, les salaires, la sécurité, les représentants du personnel, tout, absolument tout. Les jours fériés, alors je prends cet exemple parce que c'est un exemple qui est parlant. Les jours fériés, on a l'impression que c'est un acquis solide. Alors c'est même pas les ordonnances Macron, d'ailleurs c'est depuis la loi El Khomri, un accord d'entreprise peut dire les jours fériés c'est fini. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé au groupe Sud-Ouest, juste après les ordonnances. On leur a dit, ben voilà, on veut supprimer 4 jours fériés. On a dit, non, pas question, on ne signera jamais ça.
bah, ils ont dit c'est pas grave, hein, on va dénoncer tous les accords entreprises, ça sera pas que les jours fériés, ça sera tous les congés d'hiver, les primes, tout. Et ils ont signé pour qu'on leur enlève 4 jours fériés. C'est dans ce contexte-là qu'il va falloir se battre. Voilà, donc la question de la qualification, donc elle passe par ces grilles de classification dans les conventions collectives qui sont atteintes de plusieurs façons. En plus des accords d'entreprise, qui sont atteintes de 2 façons essentielles. Tout d'abord, les quelques 700 conventions collectives en France, la loi El Khomri avait prévu de les fusionner pour les passer à 200 environ en 2 ans. Les ordonnances Macron, lui, c'est arrivé à peu près à une centaine de conventions collectives. Ce qui fait, par exemple, que la métallurgie, ça fait 1 an et demi qui discutent pour savoir si leurs 76 conventions collectives vont être fusionnées en une seule. Évidemment, imaginez que dans ces fusions, c'est tout autant de garanties qui vont sauter, comme à chaque fois qu'un accord collectif est dénoncé par le patronat. Et le deuxième moyen qui permet de casser les conventions collectives, et justement l'exemple de la métallurgie le montre bien. Dans la métallurgie, ils ont réussi à garder un peu ce qui était acquis depuis 1936 et 1945, savoir que les qualifications étaient inscrites dans les conventions collectives pour la fixation des salaires minima. Et elle disait la chose suivante, vous avez un CAP, un BEP, un BTS, un bac, un diplôme d'ingénieur, vous avez tant d'ancienneté dans l'entreprise, eh bien la convention collective dit que vous devez être au minimum payé à tel coefficient et à tel salaire minimum. Voilà. C'est la base du combat collectif dans les entreprises, c'est ça. Eh bien, depuis donc, les années 80, régulièrement, la CGT s'est un peu opposée dans un premier temps. Je dis ça parce que pour vaincre Macron, il va falloir peut-être que des yeux s'ouvrent, si tant est qu'on les ait fermés volontairement ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, depuis les années 90, la CGT, comme les autres organisations syndicales, les autres, on s'en doute, ont lâché l'affaire. C'est-à-dire que dans toutes les conventions collectives, progressivement, on a remplacé ces qualifications collectives, basées sur diplôme, titre professionnel, ancienneté, on a remplacé ça par des compétences liées au poste de travail. Vous avez tel poste, vous méritez tant de salaire. Et pour vous mettre sur ce poste, ou pour vous augmenter, ou vous baisser, eh bien je vais vous évaluer en permanence, de façon formelle ou informelle, sur la base de ce que moi j'estime être vos compétences. Vos compétences. Rien à voir avec la qualification. Vos compétences individuelles, sachant que ça peut aller, alors suivant les secteurs, des choses aussi folles que résister au stress, percuter vite, obéir aux ordres, évidemment, c'est une conséquence importante. Avoir de l'autonomie aussi, en plus, bien sûr. Donc tout un tas de compétences générales et abstraites qui permettent aux employeurs de vous payer au salaire qu'ils décident de vous payer. Et inutile de dire que là-dedans, la solidarité, elle est finie. Et la lutte collective, elle est terminée. Donc ces compétences-là sont rentrées partout. Et c'est une décision de l'OCDE, mais surtout de l'Union européenne, en 1995 d'abord, de faire des espèces de cartes personnelles où vous serez enregistré les compétences et avec des tests interactifs, on pourrait progressivement y mettre ces compétences individuelles. Voilà, ça c'était le projet de l'Union européenne en 1995, je vais aller vite. Et grosso modo, depuis, et de façon officielle dans l'Union européenne depuis 2004, l'ensemble des systèmes éducatifs de toute l'Union européenne, et dans les entreprises pareil, et dans les administrations et tout, on a mis en place des CV numériques, qui s'appellent livret personnel de compétences, livret scolaire unique numérique pour les élèves, et ensuite passeport d'orientation, de formation et de compétences pour l'ensemble de la population active française, puisque c'est inscrit dans ce qui s'appelle le compte personnel d'activité, dont les syndicats nous disent que du bien, ou d'une façon
d'une façon entre deux. Je parle pour la CGT, moi j'ai été invité par l'union locale CGT de la Courneuve pour faire participer à une formation syndicale de CGTistes. Et ils m'ont appelé parce qu'ils m'ont dit, voilà, bon, on aimerait bien que vous nous donniez un coup de main pour arriver à convaincre notre confédération que le compte personnel d'activité, c'est la fin de toute solidarité, et c'est aussi la fin de la sécurité sociale, parce qu'il y a aussi ça derrière. Voilà, donc tout ça se met en place, et va se mettre en place progressivement, donc avec les ordonnances Macron appliquées, donc dans les entreprises. Les ordonnances, ils ont non seulement inversé, grosso modo, la hiérarchie des normes, le principe de faveur dont je parlais tout à l'heure, donc par rapport à la convention collective et l'accord d'entreprise, mais ils ont également organisé déjà dans les ordonnances la casse du droit existant, sans attendre les accords d'entreprise, sur la possibilité dans toutes les entreprises désormais de faire un peu tout ce qu'on veut en matière d'horaire de travail, et notamment ce qui préoccupe le plus le patronat dans le rapport de force, c'est-à-dire la durée du travail. Le taux horaire payé pour les patrons, le patronat, c'est l'essentiel. Et donc jusqu'ici, bon, il y avait une bataille pour faire en sorte que les heures travaillées soient payées et que les heures supplémentaires qu'il y en avait soient également payées et majorées. Cette bataille va continuer, dans des conditions plus dégradées, mais elle va continuer. Mais là, avec les ordonnances, couplées avec la loi travail et le Khomri, ils ont rajouté une couche. La possibilité, dans les entreprises, par accord d'entreprise, de faire qu'on ne mesure plus le temps de travail. Alors, ils appellent ça télétravail, travail à distance. Le travail à distance, le travail à domicile, on s'en était occupé au XIXe siècle, on avait trouvé un moyen de faire en sorte que le temps de travail soit d'une certaine façon pris en compte. Là, avec les ordonnances Macron, le télétravail, par accord. Alors, quand je dis par accord d'entreprise, s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, l'ordonnance prévoit que par une charte, c'est-à-dire l'employeur tout seul, il peut élaborer une charte tout seul pour faire le télétravail. Et il est écrit donc que par accord d'entreprise ou par charte, décision unilatérale de l'employeur, soit il mesure le temps de travail, soit il régule la charge de travail. Tous ceux, notamment les cadres, mais ça va s'adresser à plus qu'aux cadres, déjà le forfait jour, on ne compte plus les heures, il y a 15% des salariés en France qui sont au forfait jour, on ne compte plus les heures. Là, avec le travail à distance, avec les moyens informatiques maintenant, ça va se multiplier. Et donc la possibilité de ne plus compter les heures, la charge de travail, c'est très simple. La charge de travail, ça veut dire, l'employeur va par accord ou dans sa charte dire, mais écoutez, ne vous inquiétez pas, les objectifs que je vais vous fixer, ils sont bien calculés pour que vous n'ayez pas de surcharge de travail. Donc vous pouvez y aller tranquille. Il vous suffit juste de remplir les objectifs. Et quand les salariés constateront, comme ils constatent déjà, que les objectifs qu'on leur donne sont inatteignables exprès, bon, ben, ils se dépensent sans compter. Et quand il reviendra vers son employeur pour lui dire « mais on avait signé un accord où vous aviez élaboré une charte, vous aviez écrit qu'il fallait réguler la charge de travail, mais là c'est pas régulé pour moi ». Et là, il vous répondra ce qu'il répond déjà aujourd'hui. Ah bon, vous n'y arrivez pas? Comment ça se fait que les 7 autres qui travaillent dans les mêmes conditions que vous y arrivent sans problème? Il faut vous remettre en cause. Il faut vous remettre en cause. Alors, se remettre en cause, on aura ça aussi sur une échelle de masse. Alors, ce n'est pas directement les ordonnances Macron, mais c'est les dispositions qui sont en train de prendre sur l'assurance chômage. Et ça va dans le reste de la case de la sécurité sociale. C'est quelque chose de terrible ce qui prévoit sur le chômage. Moi j'avais ce matin un salarié d'une entreprise qui me disait ça fait 15 ans que je suis quasiment au SMIC, là, j'ai jamais été augmenté, pourtant j'ai une qualification, mais j'attends avec impatience les mesures de Macron, c'est super, je vais pouvoir démissionner, je serai payé au chômage, et je vais pouvoir faire une formation, compléter celle que j'ai perdue il y a 15 ans, et peut-être j'aurai un boulot qui m'intéresse. Alors oui, sauf que
ce qui est prévu pour l'assurance chômage, c'est que les cotisations des indépendants qu'on va rentrer, il n'est pas prévu que les cotisations des indépendants soient augmentées, puisqu'ils vont avoir droit au chômage, soi-disant. Et dans le programme de Macron, écrit au présidentiel, il a même dit qu'il allait diminuer leurs cotisations. Voilà. Et donc si on rajoute des indépendants plus des démissionnaires, et que surtout, dans le même temps, on supprime la cotisation d'assurance chômage, la partie salariale, et qu'il est prévu, quand on lit les rapports de l'Institut Montaigne, qu'au bout du bout, ça sera l'ensemble des cotisations des entreprises qui ne seront plus payées à l'assurance chômage, puisque l'objectif, c'est de l'étatiser pour le privatiser, c'est de faire en sorte que ça échappe aux partenaires sociaux, entre guillemets, très mal nommés, pour donc la gestion de l'assurance chômage, pour que ce soit remis à l'État, que ça fonctionne comme ça fonctionne dans d'autres pays, comme en Angleterre. Hein. Et donc dans les pays où c'est fiscalisé, eh bien on a droit à un forfait, et on va crever avec ça. Et donc le salarié avec qui j'ai discuté ce matin, si jamais il aura droit, parce que tous les démissionnaires n'auront pas droit, il y aura des conditions, et entre autres celle d'avoir un projet. Je terminerai par là après. Donc quand ils vont se retrouver au chômage, ils vont avoir non seulement une indemnisation très réduite pour ceux qui l'auront. Hein. Je rappelle qu'il y a quand même la moitié des chômeurs largement qui ne sont pas indemnisés. Mais avec ça, voilà, on va lui dire « Ah mais oui, tu es indemnisé, attention. Hein. » Le leitmotiv qui circule dans l'Union européenne depuis 30 ans et dans l'OCDE depuis 30 ans, si vous êtes au chômage, c'est parce que vous n'êtes pas assez formé. Si vous n'avez pas d'évolution de carrière, c'est parce que vous ne vous formez pas. C'est à vous de vous former, c'est plus un droit, c'est une obligation. Et on a sans arrêt un travail permanent pour expliquer aux chômeurs et aux autres que c'est leur faute. Il faut se former. Et donc, ceux qui n'auront pas de projet pour se former, voilà, et eux, le chômage, ils pourront dire adieu. Voilà, on a dans les projets de Macron, ce qui est déjà en cours largement pour les chômeurs depuis plusieurs années, mais qui s'accélère, c'est une infantilisation et une culpabilisation de tous les chômeurs qu'on oblige à remplir des CV en ligne en leur expliquant qu'avec ça ils vont avoir du boulot. Et pire, depuis 2 mois, avec un logiciel expérimental sur plusieurs Pôle emploi, on leur demande même plus de remplir un CV pour aller se vendre, sans la qualification, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais par compétence individuelle, mais on leur demande désormais de remplir un questionnaire sans CV. Ça dure 5 minutes, pas plus, c'est vrai. Ils répondent à quelques questions et en 5 minutes, leur demande, ils vont se vendre sur le réseau avec les acheteurs potentiels. Alors les questions qu'on leur pose, les acheteurs, c'est les acheteurs de la force de travail, c'est les patrons qui vont circuler sur les différents réseaux où ils trouveront les demandes d'emploi des chômeurs qui ont rempli ce questionnaire. Ce questionnaire, il dit la chose suivante. On demande aux chômeurs de choisir un métier. Plongeur en restauration, serveur, vendeur, commercial, gardien de nuit dans l'armée, que sais-je encore. Et puis on leur dit, voilà, vous avez une quinzaine de qualités pour ces métiers qui sont nécessaires. Cochez 4 des qualités qui vous paraissent vous correspondre. Alors les qualités en question, hein, il n'est pas question de qualification du tout, c'est résister au stress, percuter vite, obéir aux ordres, toutes choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour un veilleur de nuit à l'armée, ça sera aimer sortir la nuit comme les chouettes. Voilà, c'est écrit comme ça. Voilà. Voilà, donc vous allez cliquer pour savoir donner vos qualités. Ensuite, vous avez plus que 2 questions. La première, c'est à combien de kilomètres vous pouvez vous déplacer? La deuxième question, c'est quelles sont vos disponibilités horaires et par jour sur la semaine pour savoir pendant combien de temps on va pouvoir vous exploiter. À aucun moment, on ne parle ni de qualification, ni de salaire, rien. Je peux citer un autre exemple qui est un peu inspiré des années Blair en Angleterre.
Ça vient de sortir, c'est les Hauts-de-France, Pôle emploi des Hauts-de-France. Ils viennent de sortir un petit vade-mecum pour les chômeurs vaillants, ceux qui cherchent réellement du travail. Donc ils ont fait un petit topo où ils expliquent aux chômeurs comment ils doivent organiser leur journée. Alors ça commence à 7h30 et on leur dit, là il faut faire des exercices un peu de gymnastique parce qu'il faut libérer l'énergie, il faut se mettre en forme, donc on leur dit qu'il faut faire ça. Ensuite on leur dit, je ne sais pas quelle heure, 8h30, là vous allez sur le balcon, il faut prendre un bon déjeuner, enfin comme c'est les Hauts-de-France, c'est des petits déjeuners. Le balcon en plus à cette époque-ci, ça ne me semble pas bien raisonnable, mais enfin bon. Voilà, donc ils disent sur le balcon parce que le soleil c'est bon, pour votre santé c'est bon, donc il faut prendre un petit peu d'énergie, le soleil va être bon. Après évidemment il faut se lancer dans la recherche d'emploi, on leur accorde une petite pause à midi, mais très courte quand même parce qu'il faut entre midi et 2 qu'ils prennent une heure pour répondre aux offres d'emploi en intérim et autres contrats variés. On leur explique que parce qu'il faut quand même qu'ils répondent même à des offres qui ne correspondent pas à leurs attentes, donc en clair à leur qualification. La dernière chose que je voulais évoquer, c'est l'histoire des faux indépendants. Des faux indépendants, parce que, bon, il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas qu'Uber, hein, il n'y a pas qu'Uber. Il n'y a pas que les plateformes informatiques, mais cette question des indépendants, des faux indépendants, elle est un cheval de Troie évidemment pour diviser, mais pour contribuer à la mise à mort du statut salarial. Et la chose va être démultipliée parce que non seulement dans les relations de travail, ces gens-là, ils travaillent, c'est des galériens du numérique pour ceux qui travaillent dans le numérique, et c'est des domestiques pour ceux qui travaillent dans les services. Hein. Mais donc ils travaillent sans aucun droit, sans salaire minimum, sans durée maximale, sans sécurité sociale. Voilà, c'est vraiment le retour au début du 19e siècle. Et c'est ces gens-là qu'on met en concurrence. Hein. Voilà, on est donc dans une tentative de mettre en concurrence, pour casser le statut salarial, avec ces faux indépendants. D'ailleurs, le salaire à vie des fonctionnaires, il est dans l'idée, dans la pratique, il est de plus en plus relatif, ce salaire à vie. Hein. Bon, Bernard Friot a dit déjà, bon, les retraites des fonctionnaires, elles sont en chute libre, et ça va aller de mal en pis. Sachant que ce qui est prévu, qui est déjà en cours, pour l'ensemble des fonctionnaires et des agents publics, dans le programme de Macron, c'est ce qu'on commence à voir d'ailleurs, hein, dans les recrutements, dans les concours, hein, que ce soit la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale, ce qui est en cours est prévu, c'est la suppression du statut de fonctionnaire pour tous les fonctionnaires qui ne sont pas flics, militaires ou juges. C'est-à-dire ceux qui font baisser la tête aux autres. C'est ça qu'il y a dans le programme de Macron. Plus de fonctionnaires autres que ceux qui exercent une fonction régalienne. Et pour le reste, tous ceux qui finalement deviendront tous des contractuels de la fonction publique, le statut de ces contractuels, il est prévu qu'il soit aligné sur le contrat de droit privé. Voilà ce qui nous attend. Pareil pour la retraite par points qui sera unifiée pour l'ensemble des catégories, fonctionnaires ou pas. Et donc évidemment que les fonctionnaires, non seulement dans leur statut, mais également dans les relations de travail, le management dans les services publics, dans la fonction publique, dans les entreprises publiques, il y a belle lurette qui s'est alignée sur le privé, et je dirais même que souvent, ils en rajoutent. Ils en rajoutent, c'est souvent pire. Hein. Les premiers suicides en nombre important, c'est à France Télécom. Il y en a partout. Et notamment dans les services publics, parce que les services publics travaillent souvent sur l'humain et pas sur les produits, pour l'essentiel. Et donc, c'est là que le management est le plus insupportable quand on ne peut pas exercer son métier. Tous les gens qui travaillent dans les services publics, notamment dans les services médico-sociaux,
On travaille sur l'humain, on nous demande de saloper notre travail. C'est insupportable. Donc la souffrance est liée. Mais ça ne contredit pas le fait que l'avancée considérable qui est derrière, et notamment la fonction publique d'État, le fait de payer quelqu'un pour sa qualification, pour sa personne, et pas pour le poste qu'il emploie, et que le salaire il soit continué à la retraite, même s'il diminue de plus en plus, c'est une avancée fondamentale. Vaincu, la contre-révolution capitaliste du travail est là, elle est là depuis plusieurs décennies, mais aujourd'hui elle est claire et elle suscite à la fois une exaspération populaire et un grand fatalisme. Et donc, comment sortir du fatalisme et comment donner à l'exaspération une charge positive? Je pense que ça ne peut être que en suscitant de l'enthousiasme, en faisant rêver. Je pense que nous ne faisons pas rêver du tout dans nos programmes. Et nous proposons ce que finalement l'expérience des 40 dernières années montre être des rafistolages dont chacun sait que, je ne sais pas, si on réussit à ce qu'un repreneur se substitue au propriétaire défaillant qui s'en va, la boîte sera de toute façon fermée 4 ans plus tard après que le personnel ait été essoré, que toutes les mesures de régulation du marché du travail, au bout du compte, ça échoue. Il y a finalement, dans le fatalisme de nos compatriotes, une très grande lucidité qui nous interroge. C'est parce que ce que nous proposons n'est pas sérieux. C'est parce que ce que nous proposons n'est pas une alternative à la contre-révolution capitaliste. C'est quoi susciter de l'enthousiasme? De venir dans nos projets à la hauteur des destructions que font nos adversaires, c'est qu'il n'y a plus rien à négocier avec le capital, absolument rien. Tous les compromis territoriaux, etc., dans un capitalisme mondialisé qui s'en va dès lors qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont il gère la production, tous ces compromis-là sont finis. Il faut maintenant poser clairement la question de la propriété de l'outil de travail. Tant que nous ne serons pas propriétaires de l'outil de travail, nous serons dans du rafistolage, nous nous épuiserons dans des mobilisations qui échouent et nous désespérerons des personnes qui, pourtant, sont exaspérées. Devenir propriétaire de l'outil de travail, ça suppose que l'on en finisse avec la conviction qu'il faut s'endetter pour pouvoir travailler, qu'il faut s'endetter pour investir, que le crédit est nécessaire pour qu'il y ait de l'investissement, et que donc il faut travailler pour rembourser un prêteur, c'est-à-dire pour forger nos chaînes, puisque chaque fois qu'on rembourse un prêteur, on augmente encore sa puissance sur nos vies. Ça, c'est quelque chose de très simple qui est en permanence, par ailleurs, expérimenté. Je ne travaille pas d'abord pour produire, je ne travaille pas d'abord pour l'utilité sociale de ce que je fais, je travaille pour rembourser les dettes que j'ai dû contracter comme travailleur indépendant. Un paysan FNSEA, il a 350 000 € de dette à 30 ans à peu près sur le dos. Et donc il ne travaille pas pour produire, il travaille pour rembourser. Mais s'il est salarié d'une entreprise, c'est pareil. Il travaille pour rembourser les dettes que l'entreprise a contractées auprès de prêteurs. Et plus il travaille, plus il forge ses chaînes. Supprimer le crédit. Financer l'investissement sans prêteur. Financer l'investissement par subvention. Ça, c'est la condition pour que nous arrêtions
de forger nos chaînes en travaillant. Et tant que ce n'est pas sur ce genre de terrain que nous situons notre interlocution avec les travailleurs, nous suscitons une espèce de... Bah oui, t'as raison. Nous sommes les seuls... Dire des choses très simples. Nous sommes les seuls producteurs de la valeur économique. Pourquoi faut-il que nous remboursions une dette? Et pour nous faire revenir au XIXe siècle, cette révolution communiste, c'est précisément celle qui a fait que dans les années 60 et 70, sur la base du régime général, jusqu'en 67 géré par les travailleurs eux-mêmes, et qui à l'époque représentait 1,5 fois le budget local, nous avons pu transformer entièrement la production de soins, transformer des hôpitaux qui étaient jusqu'ici des mouroirs, créer des CHU en liant l'université et l'hôpital, puis intégrer dans l'assurance maladie les hôpitaux psychiatriques qui relevaient jusqu'ici de l'aide sociale, puis transformer en hôpitaux locaux tous les hospices en créant des lits actifs partout. Nous l'avons fait sans appel au marché des capitaux, sans crédit, fût-il public. Il n'y a pas de bon crédit, puisque le crédit suppose qu'on travaille pour rembourser. Rembourser quoi? Puisque c'est nous qui produisons. Nous avons pu transformer entièrement la production de soins, qui représente 10% du PIB, c'est pas un truc anecdotique du tout, sans faire appel au crédit, par une hausse du taux de cotisation maladie, par une socialisation de la valeur dans un régime général que nous gérions encore et qui a permis de produire des soins par un investissement subventionné par l'assurance maladie. Du coup, cette subvention rend possible un outil, c'est deux choses. C'est à la fois quelque chose qu'on utilise, je sais pas, l'appareil hospitalier, bon, c'est un outil dans ses immeubles, dans ses machines, etc., dans ses procédures. Ça, on l'utilise, par contre, c'est un patrimoine. Ça vaut, ça peut s'acheter, se vendre, etc. Eh bien, à partir du moment où nous finançons par subvention, où il n'y a plus de prêteurs, la propriété patrimoniale de l'outil devient une propriété d'une collectivité publique, l'assurance maladie par exemple, qui n'est pas forcément la puissance publique, ce n'est pas forcément l'État. L'assurance maladie, en tout cas, avant l'étatisation qu'a créé Juppé en créant les ARH transformés ensuite en ARS, là nous sommes en pleine étatisation de l'assurance maladie, ça c'est Juppé. Mais nous sommes seulement à la fin des années 90. Pendant des décennies, l'assurance maladie, c'est les travailleurs, puis ensuite les patrons, hélas, qui gèrent un dispositif dans une logique qui ne relève pas d'une logique étatique. Donc, ces investissements subventionnés sont une propriété patrimoniale non lucrative d'une collectivité publique. C'est la condition pour que nous ne travaillions plus pour rembourser une dette. Que l'investissement soit subventionné. Qu'il soit subventionné comment? Eh bien par, le non-remboursement des dettes. Les entreprises sont criblées de dettes. On assiste à juste titre sur la dette publique qui est de l'ordre du PIB. Et on a beaucoup réfléchi au cours depuis 2007 sur l'illégitimité de la dette publique, en disant, après tout, la dette publique, elle a explosé en 2005 parce qu'on a sauvé la mise des actionnaires. Donc elle est illégitime. Mais la dette privée pour financer l'investissement est tout aussi illégitime. Il n'y a aucun besoin de s'endetter pour financer de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'un investissement cette année va susciter l'an prochain plus de travail, du travail plus productif, donc plus de valeur. Cette valeur nouvelle, on va pouvoir la cotiser dans des caisses gérées par les travailleurs eux-mêmes pour pouvoir subventionner l'an prochain un investissement nouveau qui générera dans 2 ans plus de travail, plus de valeur, qui pourra être cotisé dans des caisses gérées par nous, qui subventionneront dans 2 ans l'investissement nouveau, qui dans 3 ans, etc. Or, c'est ce que nous avons fait dans les années 50, 60, 70. Nous avons remplacé le cycle mortifère, profit, je te pique, crédit, je te prête, tu me rembourses ce que je viens de te piquer,
C'est ça, le capitalisme en 30 secondes. Là aussi, tout ça, tous ces termes-là sont simples, tous ces termes-là peuvent être compris tous. Nous en faisons tous l'expérience en permanence. Quand est-ce que nous allons dire des choses simples et radicales? Quand? Sortir des rustines. Donc nous avons remplacé le cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention. Ben, c'est ce qu'il faut continuer à faire. Voilà ce qu'il faut proposer pour sortir le travail de cette obligation de rembourser une dette illégitime. Deuxième type de choses à dire, à juste titre, Richard a beaucoup insisté sur l'infantilisation et la culpabilisation, mais pas que des chômeurs. Tous les travailleurs sont infantilisés, puisque nous ne décidons de rien d'essentiel. On ne décide pas de l'investissement, on ne décide pas de ce qui va être produit, on ne décide pas des marchés qu'on cherche, on ne décide pas des fournisseurs, on ne décide de rien. On ne décide pas du collectif de travail. Nous sommes infantilisés en permanence. Et en même temps, en permanence, nous sommes suspectés. Suspectés de ne pas être à notre place, suspectés de ne pas être à la hauteur, suspectés de ne pas s'être assez formés, culpabilisés en permanence, irresponsabilisés et suspectés, irresponsabilisés et sanctionnés. Dans Vaincre Macron, en évoquant cela, je dis que cette cohabitation permanente dans nos vies, de l'irresponsabilisation sur l'essentiel et de la sanction, est un perturbateur anthropologique largement aussi important que les perturbateurs endocriniens. On devrait être aussi sensible. Sortir de cela, sortir de cette suspicion permanente dont nous sommes l'objet, ça suppose que nous soyons titulaires de notre qualification. Titulaires à titre définitif. C'est-à-dire que le salaire soit un attribut irrévocable de notre personne. Il ne faut plus du tout lier le salaire à l'emploi. Plus du tout lier le salaire à la mission, au poste, à la tâche, à la réussite marchande si on est travailleur indépendant. Il s'agit de lier le salaire à la personne. Et au lieu que nous soyons en permanence suspectés, que nous soyons en permanence confirmés comme capables de produire, confirmés comme capables de contribuer au bien commun, confirmés par des épreuves de qualification qui nous feront monter en salaire, et de façon, chaque montée sera irrévocable. Salaire à vie de 18 ans à la mort. Sans d'ailleurs cette césure biographique à 60 ans où on n'est plus personne, plus rien. On est libéré du travail, paraît-il, jusqu'à notre mort, reconnu comme qualifié, comme contributeur. Voilà ce qu'il faut dire. C'est très simple à entendre. C'est pas compliqué. Subvention de l'investissement, rendant possible la propriété patrimoniale non lucrative de l'outil de travail, et son attribution aux travailleurs comme propriété d'usage, parce que l'outil de travail c'est un patrimoine et c'est un outil qu'on use, il s'agit que l'usage de l'outil relève de la propriété d'usage de ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire que les travailleurs d'une entreprise décident de l'investissement, de ce qui est produit, etc. C'est un petit peu la découverte que font par exemple les salariés de 1336 ou de la Belle de l'Aude. Leur boulot n'a pas forcément changé concrètement, mais tout a changé parce qu'ils décident où est-ce qu'on va aller chercher les matières premières, quel marché on explore, quel investissement on va faire, tout change. À partir du moment où on décide de la valorisation économique de notre travail, au lieu d'en être dépouillé aujourd'hui. Là aussi, il faut absolument, si nous voulons décider au travail, que ce ne soit pas notre entreprise qui nous paye. Si c'est notre entreprise qui nous paye, un jour ou l'autre, nous céderons au chantage. Il faut que nous soyons payés par une caisse, comme le sont les retraités, qui du coup ne cèdent à aucun chantage, parce qu'ils sont payés par une caisse, pas par leur entreprise. Par une caisse qui mutualise, socialise
une part suffisante de la valeur pour assurer le salaire à vie de tous, de 18 ans à la mort. Pas un forfait à 800 balles. Un salaire à la qualification entre 1700 et 6000 euros par exemple. Ceux qui ont besoin de plus de 6000 euros pour travailler, c'est qu'ils n'aiment pas leur travail. On leur fait faire des telles saloperies qu'il faut les payer cher. Les DRH, tout ça. À partir du moment où nous sommes sur ce terrain-là, qu'il n'y a plus aucune dénonciation dans notre communication. Plus aucune plainte. Imaginez, des tracts sans dénonciation, dit plainte, il reste rien globalement. Exclusivement des propositions qui s'adressent au cœur de nos contemporains. Il n'y a pas besoin de s'endetter pour travailler. Vous avez droit au salaire à vie, irrévocable, comme droit politique, lié à votre personne, ne dépendant plus de l'obligation de dire bonjour à la dame et de doter sa casquette devant le propriétaire de la boîte, puisque ce n'est plus la boîte qui vous paye par ailleurs. Quelle proposition faire qui soit cohérente avec ce conquis? Parce que j'ai insisté sur le fait que nous avons déjà conquis le remplacement du cycle mortifère profit-crédit par le cycle cotisation-subvention. Nous avons aussi déjà créé du salaire à vie. Pratiquement le tiers des plus de 18 ans est en salaire à vie. On ne part pas de rien. La révolution communiste du travail, c'est-à-dire la souveraineté populaire sur le travail, le fait que nous décidions au travail, que nous décidions de la production, de ce qui va être produit, où, sur quelle égalité territoriale, etc., etc. Cette conquête communiste qui a marqué le mouvement ouvrier français au cours du XXe siècle, elle a non seulement créé des débuts d'institutions de propriété patrimoniale non lucrative de l'outil de travail, et donc de propriété d'usage de l'outil de travail par les travailleurs eux-mêmes. Dans les années 60, un soignant est infiniment plus maître de son travail qu'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une logique communiste, où nous finançons l'investissement par subvention. Les hôpitaux ne sont pas à genoux comme ils le sont depuis Juppé, qui a créé la CADES, et qui fait que les hôpitaux se financent sur le marché des capitaux. Nous voyons combien les soignants étaient beaucoup plus libres de leur activité clinique qu'aujourd'hui, où l'exigence de rembourser les prêteurs font que les soignants en sont à respecter des protocoles, n'ont plus aucune maîtrise concrète de leur travail. C'est qui parfois plus très bon d'aller à l'hôpital, parce qu'on n'a pas de cliniciens devant soi, on a des gens qui font des protocoles, parce que le protocole c'est gérable de point de vue gestionnaire, pas de la clinique. La clinique on ne sait jamais trop où on va. Donc vous voyez que la révolution communiste du travail, elle a commencé dans les années 60-70. Les soignants, ils ont un salaire à vie. Ce sont des fonctionnaires. Ils ne sont pas soumis au chantage à l'emploi. Ou alors c'est des travailleurs indépendants qui ont un salaire à vie. On a inventé le travail indépendant avec salaire à vie. C'est les libéraux de santé. Invention magnifique, dans laquelle le travail indépendant, auquel aspirent un certain nombre de personnes, de jeunes aujourd'hui, tellement le marché du travail est insupportable, tellement ils ne veulent pas jouer le jeu du capital, tellement ils sont politiquement avancés, tous ces jeunes qui ne veulent pas jouer le jeu du capital, qui veulent produire autrement, et qui du coup cherchent ça du côté du travail indépendant. Alors il y a énormément d'illusions, parce que les travailleurs indépendants sont les plus exploités. Un travailleur indépendant, il doit s'endetter, il faut qu'il ait des fournisseurs et des clients. Et derrière un prêteur, un fournisseur ou un client, il y a toujours un groupe capitaliste qui va pomper complètement la valeur qu'il produit. Un boulanger, un paysan, toute la valeur qu'il produit sont pompées par le client, le fournisseur ou le prêteur. Donc le travail indépendant, bien sûr qu'il est encouragé, comme l'a rappelé Richard, parce que c'est pas béni pour le capital. Mais ce que nous avons inventé, justement, c'est pour cela qu'il y a une révolution communiste du travail. Ce que nous avons inventé, c'est le travail indépendant, avec salaire à vie, c'est l'assurance maladie, socialisation du salaire, qui paye ces indépendants. Ils ne sont pas
reconnus à la mesure de leur efficience sur un marché des soins, pas du tout. Et pourtant, ils sont indépendants. Modèle de ce que nous pourrions faire si nous sortons de notre torpeur et des rustines pour poursuivre la révolution communiste du travail. Donc, en matière de salaire à vie, je disais que nous sommes déjà le tiers des plus de 18 ans, bien sûr. Il y a 5,5 millions de fonctionnaires. La moitié des retraités ont un salaire à vie, c'est-à-dire une pension proche de leur salaire. Alors, il y a l'autre moitié dans la survie, surtout les femmes. Ça fait quand même 7 millions de personnes. Vous avez les travailleurs à statut qui n'ont pas tous disparu, même si, évidemment, la contre-révolution capitaliste s'efforce de les faire disparaître, ils existent toujours. Et puis vous avez les branches qui ont réussi à obtenir, par un poids syndical suffisant, la métallurgie, la chimie, la banque par exemple, un droit à carrière, c'est-à-dire que quand on quitte un poste, c'est pour un poste au moins aussi qualifié, en quelque sorte, la qualification du poste est indirectement celle de la personne. Ça ne supprime pas le chômage, parce que c'est toujours le poste qui est le support du salaire, mais en tout cas, on peut avoir une promotion, une progression régulière du salaire sans les à-coups des autres branches où il n'y a pas eu cette conquête. Tout ça, ça fait 17 millions de personnes, le tiers des plus de 18 ans. C'est pas du tout négligeable. C'est à partir de ce déjà-là communiste, du salaire à vie. Comment le poursuivre? Le poursuivre, c'est retrouver la dynamique de la socialisation de la valeur dans la cotisation, ou dans l'impôt. Il y a de bonnes cotisations et de mauvaises cotisations, il y a de bons et mauvais impôts. Il ne s'agit pas d'opposer la bonne cotisation aux mauvais impôts comme on risque de le faire compte tenu des ordonnances Macron et de ce qu'il prévoit en matière de chômage. L'impôt qui paye des fonctionnaires, c'est un très bon impôt. La cotisation qui paye des soignants, qui poursuit le salaire des retraités, c'est une très bonne cotisation. La cotisation qui fournit un marché public à Sanofi, c'est une très mauvaise cotisation. L'impôt de solidarité qui remplace le droit au salaire des chômeurs par le RMI ou le RSA, c'est un très mauvais impôt. Il s'agit de retrouver la dynamique des cotisations. Les cotisations ont doublé entre 1945 et la fin des années 70. Ils sont passés de 28% du salaire brut en 1945 à plus de 60% dans les années 70. Depuis, ils n'ont pas bougé. On est à 66% aujourd'hui. Ça n'a pas bougé depuis 40 ans. 44% employeurs, 22% salariés, à peu près. Ça n'a pas bougé depuis 40 ans. C'est l'origine du drame. Mais un drame dont nous sommes partie prenante, puisque quelles sont nos organisations qui revendiquent haut et fort le doublement du taux de cotisation, ce qu'il faudrait faire si nous voulions retrouver la dynamique perdue depuis 40 ans. Le taux de cotisation a doublé en 40 ans, depuis 40 ans il stagne. C'est l'origine, évidemment, de toutes les difficultés dans lesquelles sont, par exemple, les soignants. Alors ensuite, il faut des étapes. La boussole, c'est 500 milliards de cotisations en plus. Mais on peut commencer par proposer 200 milliards en plus, par exemple. Examinons la boussole, les 500 milliards. 500 milliards de cotisations. Actuellement, il y a à peu près 500 milliards de cotisations. Il faudrait passer à 1000 milliards. Quel moyen? Mais 500 milliards de plus, c'est 40% de la valeur ajoutée des entreprises marchandes. C'est forcément là où s'exprime en monnaie la production que l'on peut trouver l'argent en question. Et donc, dans la production marchande, la valeur ajoutée marchande, c'est 1400 milliards. Le PIB, c'est 2100 milliards parce qu'il y a par ailleurs 700 milliards de production des administrations, enfin du non marchand. Les 1400 milliards de la production marchande. Si on demande aux entreprises de cotiser 500 milliards de plus, c'est 40% de la valeur ajoutée, elles ne pourront pas, c'est évident. Donc ça va être une opération blanche parce qu'elles ne rembourseront pas 500 milliards de dettes.
C'est par milliers de milliards les dettes des entreprises. Elles sont très supérieures aux dettes de l'État. Aucune raison de les rembourser. Si vous m'avez suivi dans mon exposé de départ, si vous consonnez avec cette vision anthropologique, qu'il n'y a pas de légitimité à s'endetter pour pouvoir travailler, et qu'on ne peut pas continuer à forger nos chaînes en rémunérant des prêteurs qui ne prêtent que ce qu'ils ont ou vont piquer, l'un ou l'autre. Personne ne peut prêter 1 million d'euros par son travail, évidemment, c'est qu'il l'a piqué. Ou qu'il l'a emprunté et qu'il va faire suivre une burnousse pour rembourser l'emprunt qu'il a fait. Donc dans les deux cas, il ne prête que ce qu'il nous pique. Tout crédit est illégitime pour financer l'investissement. Je ne parle pas des crédits pour financer les biens de consommation, je parle de l'investissement. Tout crédit est illégitime. Boîte par boîte, la boîte fait 100 000 euros de valeur ajoutée. Elle aura donc 40 000 euros de cotisation en plus. Eh bien, elle aura 40 000 euros de dette qu'elle ne remboursera pas. On prend les comptabilités des boîtes, boîte par boîte. Les équipes syndicales sont en mesure de le faire, tout cela. On ne taxe pas le capital. Taxer le capital, c'est le légitimer. On l'assèche. Ils vont fuir. Qu'ils fuient, les prêteurs. Tous à Coblence. Ce sont des parasites. C'est nous seuls qui produisons la valeur nécessaire à l'investissement. Un travail énorme. Et vous voyez qu'on peut susciter, enfin, du neuf. Pas à partir de rien, à partir du déjà là, de la réussite de l'hôpital dans les années 60-70. Réussite majeure. Et en même temps que l'on avait cette réussite majeure, parce que nous étions dans un mode de production communiste, avec des travailleurs payés à vie, et un investissement subventionné, et donc une propriété patrimoniale non lucrative, et donc une propriété d'usage possible. Je suis un peu répétitif, mais il faut redire des choses simples qui ne sont jamais dites. En même temps que nous faisions ça, nous avons créé de 65 à 75 un collège et un lycée par jour. Par jour. Plus de 3600 collèges et lycées créés. En nous endettant? Pas du tout. En augmentant les impôts. Et les travailleurs de l'éducation travaillent sans avoir remboursé de dettes. Parce que leurs établissements ne sont pas endettés. Ils n'ont pas remboursé l'investissement. Nous avons un déjà là considérable. Une bonne partie du PIB est déjà produite sur un mode communiste. Alors certes, il est extrêmement mis en cause. Et l'intervention de Richard le montrait de façon tout à fait éloquente. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? On ferme le banc? On se plaint? On dénonce? Ça ne sert à rien. Une fois qu'on a fait le constat de Richard, on s'interroge sur le déjà là communiste que nous avons créé et qui a suscité la contre-révolution capitaliste depuis le milieu des années 80, qui a été mise en forme essentiellement par Rocard, la seconde gauche, avec que parce qu'il y a eu seconde gauche que la contre-révolution capitaliste a pu se mettre en place. Cette révolution communiste qui a produit, avec des salariés payés à vie, y compris des travailleurs indépendants payés à vie, sur des outils qui ne sont pas remboursés, nous pouvons le généraliser, donc, en ne remboursant pas les dettes des boîtes. Cette opération blanche va donc générer 500 milliards. Qu'est-ce qu'on va en faire? On n'est pas en peine, vous savez. On va subventionner l'investissement à hauteur de 250 milliards et généraliser le salaire à vie à hauteur de 250 milliards. Alors, ce sont des chiffres que je donne là à l'appel pour faire réfléchir, hein, bien sûr. Hein. Et encore une fois, dans un premier temps, ce sera peut-être 200 milliards, 100 pour l'investissement, 100 pour sur la généralisation du salaire à vie. Bien sûr, il faut voir ce qui est possible. Le régime général de sécurité sociale, il apparaît en 1946, et parce qu'il y a eu 50 ans avant de bagarres et de prémices, évidemment. 50 milliards pour l'investissement. Géré par qui? Mais c'est nous. Nous allons gérer les caisses d'investissement, tout comme nous avons géré, là encore il y a déjà là, majeur, de 47, 46, puisque c'est écrit en 46, de 46 à 67, et en 61 en tout cas formellement, réellement,
à partir de 61 c'est plus formel, mais réellement, de 46-61, pendant 15 ans, les travailleurs ont géré l'équivalent de la moitié du budget de l'État. C'était le régime général de 46, le budget de l'État, l'équivalent du budget de l'État, c'était le régime général au début des années 60. Les travailleurs peuvent parfaitement gérer l'équivalent du budget de l'État. Et encore faut-il que nous soyons en permanence en train de restaurer la dignité des travailleurs, nous adresser à leur dignité, à leur fierté, à leur capacité, pour être en totale opposition avec cette indignité supposée permanente dans laquelle le capitalisme nous met. La réponse à ça, c'est pas encore une fois d'aménager le marché du travail. Laissons ça à la CFDT. La réponse à ça, c'est encore une fois de le supprimer. C'est pas de faire un bon crédit public. Laissons ça à la France insoumise, au Parti communiste. Je suis au Parti communiste pour ce qui me concerne, qui a hélas ce mot d'ordre de pôle public bancaire, mais tout comme France insoumise, c'est des frères jumeaux qui se battent un peu, mais enfin on est du côté de la gémellité dans cette affaire. Alors que ce que nous avons créé, c'est pas du crédit public, c'est la suppression du crédit. Il n'y a pas de bon crédit, fut-il public. Voilà, nous allons subventionner l'investissement par des caisses que nous allons gérer nous-mêmes. Juger la pertinence d'un investissement. Supposons que les caisses, donc, aient 250 milliards, mais qu'elles aient des projets de 350 milliards. Actuellement, l'investissement total en France, c'est 300 milliards. Donc là, je suis dans les chiffres actuels de l'investissement. Nous pouvons assurer l'investissement à peu près en totalité avec cette mesure. Elles vont retoquer, mettons, 50 milliards pour des questions écologiques, anthropologiques, territoriales, etc. Non, on ne veut pas de ces 50 milliards-là de projets. Il en reste 300. Et donc 250 milliards en caisse, ben, elles vont créer de la monnaie par subvention. Elles vont subventionner 300 milliards. Et la création monétaire se fera par subvention, non pas par dette. Il n'y a aucune raison que la création monétaire se fasse par dette. Et nous mettons en plus une condition pour que les entreprises accèdent à ce crédit subventionné, qu'elles n'auront pas à rembourser. Ils auront à cotiser au prorata de leur valeur ajoutée, mais elles n'auront pas à rembourser ce crédit. On va socialiser les valeurs ajoutées pour que les branches en expansion aident les branches en difficulté ou nouvelles, etc. etc. C'est pas chaque branche, chaque entreprise qui doit rembourser son prêt. Ça, c'est fini, ça. On socialise, comme on a fait pour la Sécu. Et ces 250 milliards de subventions seront conditionnés au fait que la boîte devienne la propriété patrimoniale d'une collectivité publique. Il faut absolument susciter un élan populaire en faveur de la propriété non lucrative des entreprises. Pour le moment, il n'existe pas. Il faut le créer. Vous savez, il y a une intériorisation de la logique capitaliste qui est énorme, qui est à la base et de l'exaspération et du fatalisme. C'est de cette intériorisation qu'il faut sortir. Les 250 autres milliards, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais on va les utiliser pareil dans des caisses de salaires que nous gérerons nous-mêmes pour généraliser les salaires à vie. On va enfin appliquer la revendication centrale de la CGT, Sécurité sociale professionnelle. Maintien du salaire à 100%, sans durée, entre deux emplois. Pour ça, il faut de la cotisation. Vous voyez que si on maintient le salaire à 100% sans durée entre deux emplois, ça veut dire que le salaire n'est plus un attribut du poste, mais de la personne. Que nous entrons dans la logique du salaire à vie. Tous ces jeunes diplômés qui aujourd'hui ne jouent pas le jeu et qui sont une force révolutionnaire, parce que faire la révolution, c'est changer la production, changer le travail, sortir le travail de sa définition et de sa pratique capitaliste. Tous ces jeunes-là qui ne jouent pas le jeu et qui sont dans l'alternative, qui peuvent être tentés par les 800 balles de Hamon. Parce qu'après tout, mieux vaut 800 balles inconditionnelles que 450 balles conditionnelles du RSA. Ou des prestations de services plus ou moins transformées en salaire dans une coopérative d'activité et d'emploi. Ces jeunes révolutionnaires, objectivement, il faut que nous adressions à eux pour dire, mais vous avez droit au salaire. Et nous avons un pactole de cotisations qui vont vous permettre de vous attribuer les 2 000, 3 000, 4 000 euros auxquels vous avez droit. Parce que vous êtes porteur d'une qualification.
déshabituer la jeunesse à la pauvreté, parce qu'elle s'est habituée depuis 1977, depuis les premières mesures jeunes, à la pauvreté. Parfois même, elle s'en fait une espèce de revendication. Nous allons, avec cela, sortir les services publics de leurs grandes difficultés, parce que ces cotisations vont permettre de payer du salaire à vie, en augmentant le nombre de fonctionnaires. Nous allons générer, peut-être commençons par les 5 premières cohortes, je termine, les 18-22 ans. Les 18-22 ans, nous allons leur attribuer le premier niveau de qualification. Automatique, comme droit de citoyenneté. C'est ça, confirmer les personnes, arrêter la suspicion. Ça suppose une école sans notes, une école sans filière, une école qui soit l'apprentissage de la co-responsabilité. Et non pas une école qui confirme ceux qui ont 9 ou 10, moi j'ai toujours eu 9 ou 10, bon d'accord, je ne me rendais pas compte que ceux qui avaient 4, 5, 6, ils étaient formatés pour accepter en permanence la suspicion qui est au cœur de l'anthropologie capitaliste. Donc ça suppose une école entièrement changée, qui ne forme non pas à la compétition sur le marché du travail, mais à la co-responsabilité économique. Le premier niveau de qualification et le salaire qui va avec, 1700 balles, si nous estimons que le premier niveau de qualification, comme nous le disions dans nos revendications, c'est 1700 € par mois, à vie, avec possibilité de progresser sur les épreuves de qualification. C'est parfaitement possible. 1400 milliards de production marchande, qui sont à la base du salaire, bien sûr. Divisons-les par les 50 millions de plus de 18 ans. Nous sommes 50 millions de plus de 18 ans. Ça donne 28 000 € par an et par personne. Nous pouvons distribuer un salaire qui, en moyenne, dans les conditions actuelles, à vie, sont de 28 000 € par an et par personne, dans une fourchette qui irait de 1700 à 6 000 € par mois, par exemple. Voilà comment sortir de l'exaspération et du fatalisme. Les coopératives, les SCOP, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue juridique, etc., du fonctionnement, ça on le sait. Sauf que c'est un échec, puisque nous sommes à 50 000 salariés en SCOP sur 25 millions d'actifs au bout de 150 ans. Donc il faut des ressorts pour que une forme communiste de production puisse s'imposer et sortir de la marge. On peut s'adresser à 10 patrons, et à cause des ordonnances Macron. Quand on dit Macron c'est bon pour les patrons, en dehors de la rime, c'est un peu con, hein. Macron c'est bon pour les donneurs d'ordre. Ce prétendu dialogue social qui supprime le droit du travail dans les PME, ça est à l'avantage de qui? Pas d'abord des patrons des PME. Des patrons des PME, c'est des sous-traitants, c'est des franchisés, où ils sont entièrement dépendants par un crédit d'un donneur d'ordre. Ce donneur d'ordre, il va mettre en concurrence tous ses sous-traitants, puisqu'il n'y a plus de droit du travail interprofessionnel. Et ça va être la guerre entre les petits patrons qui vont s'en tirer beaucoup plus mal qu'aujourd'hui. Macron n'est pas bon pour les patrons. Et c'est très important. C'est le retour au contrat de louage d'ouvrage du 19e siècle. Donc Claude Didry, dans un ouvrage fondamental qu'il faut que nous ayons tous lu, d'accord? Il faut lire Vaincre Macron, c'est évident, mais l'institution du travail, hein, aux éditions de la Dispute, Claude Didry, D-I-D-R-Y, institution du travail. C'est une sociologie de 2 siècles de droit du travail depuis la Révolution française, ouvrage remarquable. Il nous montre qu'au 19e, le capital, et c'est sa fonction tout à fait spontanée, ne veut pas être employeur, ne veut pas s'emmerder dans la production. Il achète des ouvrages faits à des sous-traitants. Ce qui lui permet de ne pas s'engluer sur des territoires, de ne pas gérer des populations, etc., etc. Il est liquide à l'échelle mondiale. H&M ne veut pas savoir ce qui se passe au Bangladesh. Il fait une charte, comme dit l'ordonnance d'ailleurs. Hein. Voilà, une charte. Oh ben non, on n'embauche pas d'enfants. Oui, il ne va pas voir si on n'embauche pas d'enfants. Il a une charte, ça va, c'est suffit. Donc, le capital ne veut pas être employeur. Il veut être donneur d'ordre.
acheter de l'ouvrage fait à des sous-traitants. Et ces sous-traitants, il faut qu'ils puissent embaucher, comme le faisaient les canuts à Lyon, qui étaient les sous-traitants de soyeux qui ne produisaient rien, qui achetaient de l'ouvrage fait. Le capital ne souhaite pas produire. C'est trop emmerdant. Le capital souhaite avoir des sous-traitants, qui sont les patrons précisément. C'est pas du tout le cœur du capitalisme, des patrons. C'est des gens qui gagnent peut-être mieux leur vie que les travailleurs, pas toujours. Hein. Et c'est pourquoi ces patrons qui ont l'obsession de la paye à la fin du mois, parce qu'il faut qu'ils payent leurs salariés. Si vous dites non, vous allez payer une cotisation au prorata de votre valeur ajoutée, et c'est la caisse qui payera vos salariés, ils disent banco. Nous avons un potentiel considérable, augmenté par les ordonnances Macron, qui vont créer une concurrence entre les patrons impitoyable. Nous avons là une opportunité considérable de faire valoir le salaire à vie. Il y a des salauds comme partout, mais il y a aussi des tas de gens bien. C'est comme ça qu'il faut s'adresser à eux. J'insiste pour que les retraités fassent des activités marchandes, qu'ils arrêtent d'être exclusivement dans le non-marchand. L'anticapitaliste, c'est pas le non-marchand. Le capital adore la gratuité. Si les médicaments n'étaient pas gratuits, il n'y aurait pas Sanofi. Le capital adore les marchés publics. Il n'existe que par les marchés publics. L'anticapitaliste est le marchand communiste. Il faut faire de la production marchande, communiste, avec salaire à vie, avec investissement subventionné, avec propriété d'usage des entreprises par les travailleurs. C'est ça l'enjeu décisif. Il y a 7 millions de retraités qui ont un salaire, qui ne sont pas dans la subsistance. Ils ont 40 ans d'expérience, ils savent y faire. Ils n'ont pas envie de s'emmerder à être au musée Picasso toute la journée, ou en voyage à Ibiza ou je ne sais pas où. Il y a un moment où ça les lasse, et même où ils sont cons, parce qu'ils en ont marre de les prendre pour des consommateurs. Ils veulent être contributeurs, comme tout le monde. Conserver leur dignité de producteur, ne pas être réservés au bénévolat. Ils entendent bien continuer jusqu'à leur mort à contribuer au bien commun. Eh bien qu'ils travaillent pour les boîtes marchandes, pas des boîtes capitalistes qui ne vont pas être cons à ce point, d'accord, mais qui bossent pour les boîtes marchandes alternatives de la génération d'en dessous. Peut-être pas chez leurs enfants pour les emmerder, mais chez des copains de leurs enfants. Qu'ils soutiennent toutes ces activités-là en y contribuant. Je suis pas payé, bien sûr. Je suis payé par ma retraite. J'ai pas demandé un deuxième salaire. Il me suffit, mon salaire. Mais je l'honore. Je l'honore en faisant facturer mes conférences gesticulées, parce que je fais pas que des machins comme ça, je fais aussi des conférences gesticulées de temps en temps, en les faisant facturer par une SCOP, qui est une boîte alternative tenue par des gens qui ne veulent pas jouer les jeux du capital et faire de l'éducation populaire politique. Apporte une partie du chiffre d'affaires de la boîte. Chaque fois que j'écris un bouquin, mais j'apporte la trésorerie de mon éditeur. Je soutiens une entreprise d'édition qui produit sur un mode communiste. Je fais un rêve que si 7 millions de retraités produisaient ne cesse que 10 000 euros par an de valeur ajoutée dans une boîte, vous vous rendez compte ce que ça donnerait? 70 milliards pour toutes les boîtes alternatives de valeur ajoutée, pour toutes les boîtes alternatives que nos enfants mettent en place parce qu'ils ne veulent pas jouer le jeu. Nos enfants sont communistes. Être communiste, c'est vouloir maîtriser le travail. J'ai parlé surtout ce soir de la propriété d'usage de l'entreprise. Et la propriété d'usage de l'entreprise, il ne suffit pas que ce soit une propriété patrimoniale non lucrative, ça ne suffit pas. Encore faut-il que ceux qui utilisent l'outil décident. Le fonctionnaire décide plus que les autres. Un cadre de la fonction publique qui dit du mal de son administration, il n'est pas immédiatement licencié comme un cadre du privé. Et une liberté de manœuvre sans commune mesure. Il faut le dire et le répéter parce qu'il y a trop de plaintes chez les fonctionnaires aujourd'hui. Si bien qu'il n'y a pas d'alternative possible. Un fonctionnaire n'est pas exploité comme les autres. Non.
il ne produit pas une valeur qui est récupérée par le capital. Les valeurs d'usage qu'il produit sont souvent de bien meilleure utilité sociale que ce que produisent les boîtes capitalistes, etc., etc. Et donc il a une forme de légitimité dans son travail que n'ont pas beaucoup de travailleurs dans le privé. Alors, cela dit, le New Public Management est en train d'aligner le travail concret des travailleurs de la fonction publique sur le privé. Je suis entièrement d'accord. Et le projet Macron, c'est effectivement des contrats à 5 ans pour les fonctionnaires. On n'y croit pas, parce que je ne sais pas quoi, il y a encore une espèce de sidération devant ce type invraisemblable. Mais on le sait, il l'a annoncé, en plus il annonce ce qu'il va faire. En gros, globalement, il ne ment pas de trop. Bon, il ment par omission, mais ce qu'il dit, de toute façon, il le fait. Donc, n'espérons pas la poursuite de la fonction publique si nous ne généralisons pas le salaire à vie pour tous. Si tous, de 18 ans à la mort, n'ont pas un salaire à vie, tous les lieux où le salaire à vie existe vont disparaître. Ça, c'est clair. Les syndicats de fonctionnaires doivent arrêter de débattre avec des directions qui n'ont plus rien à négocier que du recul. Les syndicats de fonctionnaires doivent auto-organiser les travailleurs. L'auto-organisation. Les grèves doivent bouger. Non pas arrêter le travail, travailler comme on a décidé de travailler. Si à l'hôpital, les personnels font grève, au sens où je travaille tel que j'ai décidé de travailler, je m'organise collectivement, j'utilise le statut de la fonction publique qui est un statut protecteur pour m'opposer au New Public Management, collectivement, pas tout seul, alors ça change la donne considérablement. Là, il y a une tâche absolument nouvelle pour les syndicats, absolument décisive, qui leur redonnera une légitimité. Le rôle des syndicats des fonctionnaires, c'est de les auto-organiser, c'est d'arrêter de s'adresser aux usagers en disant le service public est en danger, etc., ce qui les confirme dans le fait que c'est pas une alternative, c'est en danger tout le temps ce truc-là, c'est pas une alternative, vous comprenez? C'est des tracts complètement contre-productifs. Nous avons comme fonctionnaires un statut collectif qui nous protège dès lors que nous refusons des ordres injustes. Parce que nous avons des gens qui sont dignes du statut de fonctionnaire, qui le portent haut et fort, qui disent « nous sommes fonctionnaires, fiers de la fonction publique ». Pour changer la société, il faut changer les institutions qui valident notre travail concret comme travail productif. Pour que nous retrouvions fierté de notre travail concret, il faut que nous soyons les maîtres des institutions de validation du travail comme productif. Dans le capitalisme, c'est le marché du travail. C'est le marché des biens et services, c'est la propriété lucrative, etc., etc. Dans le communisme, c'est le salaire à vie, c'est la subvention de l'investissement, c'est ce qui rend possible la propriété d'usage de l'outil. Voilà ce qu'il faut faire, enfin, la boussole. Ce que dit Bernard Friot sur le salaire à vie, notamment, voilà, bon, c'est pour après-demain ou demain dans le meilleur des cas. Mais c'est une perspective, bon, lui dit c'est une boussole. Mais en tout cas, cette boussole-là, elle est indispensable. Et même entre soi. Parce que ça ne va pas de soi, justement. Et donc, cette boussole, bon, elle est absolument indispensable. Et tout le monde le sait depuis le début qu'il y a des luttes. Au 19e, Fernand Pégoutier, qui était secrétaire de la Fédération des bourses du travail, en 1895, un syndicaliste révolutionnaire, il disait ce qu'il faut pour les ouvriers, c'est qu'ils aient la science de leur malheur. Bien la science du malheur, de l'origine du malheur, bon, c'est vrai pour les ouvriers, c'est vrai pour les petits patrons aussi. Et cette science-là, il faut l'acquérir, il faut l'apprendre. Et on l'apprend à ses départs en général, et on l'apprend beaucoup plus vite quand on est organisé. Et l'éducation populaire, dans ce cadre-là, elle est la première marche indispensable. Parce que quand on dit on est entre soi, oui et non. Moi je sais que parmi les militants, généralement c'est des militants qui viennent aux interventions comme aujourd'hui, bon, mais le plus souvent, en discutant, on s'aperçoit que même parmi les militants, les principes de base de solidarité de la sécurité sociale ne sont pas évidents. Tout à l'heure, par exemple, Bernard a évoqué très brièvement la CADES.
la caisse d'amortissement de la dette sociale. Qui sait en France que ça existe depuis 1995 et que depuis 1995, tous les salariés, et même plus, de ce pays cotisent tous les mois dans ce trou sans fond qui sert à spéculer sur les marchés financiers. Qui sait que depuis le mois de juillet, la CADES est en train de se fondre dans l'agence France Trésor, c'est-à-dire de rejoindre l'État. Qui sait qu'il est prévu par le gouvernement que d'ici 7 ans, il n'y aura soi-disant plus de trous à la sécurité sociale. C'est ça qu'ils ont calculé. Je ne vous dis pas ce que ça signifie pour les hôpitaux et les cliniques. Hein. Ça va être terrible. Dans la loi de finances de la sécurité sociale qui vient de passer, il est écrit noir sur blanc que désormais, les conventions collectives et accords d'entreprise ne seront plus opposables pour la tarification des hôpitaux et des cliniques. Toutes les entreprises donc, vont être obligées de passer des accords d'entreprise pour descendre en dessous des conventions collectives, se faire concurrence pour pouvoir tenir ces nouveaux tarifs. Donc la connaissance de ce qui va affecter toute la population, voilà, cette éducation-là, cette science-là, elle est nécessaire même entre soi. Et la police des esprits, elle est de plus en plus efficace quand même. Regardez tout ce qu'on nous a fait croire depuis les élections, combien de gens pensent que peut-être les choses vont s'améliorer parce qu'on le dit tous les jours à la télévision. Combien pensent que les chômeurs, voilà, ils ne cherchent pas vraiment du travail. Voilà, toutes ces choses-là, bon, ça fait partie de la première marche indispensable pour pouvoir passer à la suite. Alors la suite, moi je ne suis pas pessimiste, hein, parce que je pense que si on regarde, en dehors de cette propagande, la réalité de l'état d'esprit, ben, il suffit de voir les luttes en cours. Hein. Il y a une solidarité de la population qui vit les mêmes choses, et des désespoirs, des écœurements, partout. Partout. Et donc, quand il y a une lutte qui se passe, c'est pas inintéressant de voir que la solidarité qui s'y fait autour, c'est parce que tout le monde se reconnaît. De la même façon que les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas les étudiants de 1968. Les étudiants aujourd'hui, pour la moitié, ils travaillent pour payer leurs études. Et du coup, bon, ben, ils sont beaucoup plus sensibles et on va rapidement, à mon avis, sortir de l'entre-soi. Je vous invite à rejoindre Réseau Salariat, hein, qui est une association d'éducation populaire. C'est un intellectuel collectif qui dit comment est-ce que l'on passe à une étape nouvelle du salaire à vie, de la subvention de l'investissement, etc. Quelle question ça pose? D'accord? C'est un intellectuel collectif que je vous invite évidemment à rejoindre, tout en restant dans vos syndicats et vos partis, évidemment.